Bonjour monsieur Ernst. Bonjour. Bonjour, voilà, monsieur, je veux tout d'abord vous remercier pour votre présence, d'avoir bien accepté au niveau de l'interview. Merci pour l'invitation. Voilà, vous permettez que je vous appelle Damien? Bien sûr. Donc voilà, Damien, vous êtes professeur à l'ULG, ici à Liège. Vous faites des recherches principalement dans le milieu de l'énergie, c'est bien ça? Oui, de l'énergie et plus précisément la prise de décision dans le milieu de l'énergie. Et j'ai aussi un autre axe de recherche lié à l'intelligence artificielle. Ah oui, d'accord, voilà. Et donc vous semblez quand même depuis quelques années fort lié au niveau par rapport au milieu de l'énergie. J'ai pu lire notamment sur le site de l'ULG que cette passion pour tout ce qui est science vous vient depuis votre enfance. Et puis après, vous avez eu un focus vraiment sur le milieu de l'énergie pendant votre cursus universitaire. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Oui. Voilà, et comment est-ce que c'est arrivé au niveau de... comment est-ce que le sujet est arrivé et vous a vraiment passionné? Non, pas du tout. En fait, au départ, pas du tout. En fait, c'est un concours de circonstances. Je faisais la physique et l'électromécanique en même temps. Et je passais un examen de théorie des circuits. J'ai demandé à la professeure de théorie des circuits de reporter ma note pour le cursus de physique. Ce n'était pas automatisé à l'époque. Et elle était assez intriguée par ce double cursus. Elle m'a dit: pourquoi est-ce que vous faites ce double cursus? J'ai dit: parce que je voulais faire de la recherche en physique théorique. Et elle m'avait dit à l'époque: écoutez, la vraie recherche se fait dans le domaine de l'énergie et des réseaux électriques. Et là, du haut de mes 20 ou 21 ans, j'étais assez naïf et j'ai commencé à faire de la recherche avec elle. Ah ouais, voilà. Et donc, depuis lors, vous êtes quand même auteur de 2 livres, vous êtes également paru dans un bon nombre d'articles liés à l'énergie et plus précisément à l'énergie renouvelable. Ça a l'air vraiment d'être une vraie passion pour vous. Ah oui, c'est devenu une vraie passion. Le monde de l'énergie est vraiment passionnant. Il y a des côtés géopolitiques, il y a des côtés sociétaux, financiers, technologiques. C'est un monde extrêmement, extrêmement riche. Ok, eh bien alors rentrons directement dans le vif du sujet. Dans vos nombreuses interventions, on peut comprendre que le marché de l'énergie est ou doit se préparer vraiment à une grosse transformation. Vous parlez même de transition énergétique. Pourriez-vous nous en dire plus? En fait, ce qui se passe, c'est que le marché de l'énergie tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, il a été pensé pour des grosses unités de production qui généraient leur électricité et qui l'envoyaient dans les réseaux de transmission. L'électricité voyageait sur de longues distances et s'écoulait au travers des réseaux de distribution vers les clients finaux. Cette structure-là est complètement dépassée avec l'apparition des énergies renouvelables qui permettent de produire localement et à bas coût de l'électricité. Donc la structure du marché de l'électricité va devoir évoluer dans les années à venir. On ne peut plus maintenir le marché de l'électricité dans ce carcan trop étroit qu'on connaît à l'heure actuelle. Ouais. Et vous pensez qu'on va vraiment y arriver? Quels sont les leviers pour Je pense que c'est au niveau de l'Europe. L'Europe, quand même, donne la marche à suivre au niveau des règles, mais ce qu'on remarque dans le Winter Package européen, notamment l'article 22, on va introduire la notion de communauté énergétique et ça va peut-être bouleverser fortement l'organisation du secteur de l'énergie. Donc des quartiers qui pourront vraiment être autosuffisants, des quartiers qui seront un peu une industrie électrique intégrée par eux-mêmes telle qu'on la connaissait il y a une quinzaine d'années. Donc elles feront production, elles feront distribution d'électricité, ces quartiers s'occuperont aussi du balancing. Donc les choses vont changer. On va vraiment vers un monde de l'énergie, ou en tout cas pour les citoyens domestiques, les clients domestiques vont de plus en plus s'approprier leur énergie, gérer leurs fluctuations eux-mêmes. Et ça va être un bouleversement majeur dans le secteur. Ouais. Donc si je comprends bien, les gens vont vraiment devenir, il va y avoir des micro-réseaux qui seront vraiment indépendants et qui vont pouvoir s'autogérer. Tout à fait. On va vraiment dans cette direction-là. Il faut mettre tout en place au niveau législatif pour qu'on puisse y aller le plus rapidement possible parce que c'est le modèle approprié pour réaliser une transition énergétique rapide. Ouais. Et donc on voit au niveau de la COP21, vous venez de citer aussi au niveau de l'Europe, ça bouge, on a vraiment des objectifs en termes de réduction par exemple d'émissions de CO2 qui sont quand même relativement ambitieux, hein, il ne faut pas se cacher. Et donc là-dessus, je vous cite, vous avez identifié entre guillemets les principales sources. Et donc vous disiez plus de 80% des gaz à effet de serre en Belgique viennent de l'énergie, de la consommation d'énergie. C'est quand même un chiffre qui est très impressionnant. C'est un chiffre qui est très très impressionnant. Et si on veut vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 70, 80 ou 90%, ou voire même avoir des émissions négatives, on voit bien que
on doit complètement décarboner le secteur de l'énergie. On n'a pas le choix, on ne doit pas le décarboner à 10%, 20%, 50%, mais à 100%. Donc plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une électrification massive du chauffage, du transport et aussi de beaucoup de process industriels. Ah oui, d'accord. Et donc, quelles sont selon vous vraiment les solutions de demain pour régler ces soucis-là? Parce que lors de votre dernière intervention, lors de la soirée de lancement de la saison 2016-2017 de Liège Créative, vous avez évoqué cette fameuse transition énergétique, et selon vous, il y avait plusieurs axes, comme l'éolien, le solaire. Quelles sont pour vous les pistes de solutions? Au niveau de la production, il y a 3 grands axes. Éolien, crédible, le solaire et le nucléaire. Le nucléaire dont on ne parle pas trop, on l'a un peu mis sous le tapis en Europe, on l'a moins mis sous le tapis en Russie ou en Chine. Et puis bon, il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de l'électricité, mais l'électricité, ce n'est que 80 TWh de l'énergie consommée par la Belgique, sur un total de 600 TWh. Donc ce n'est qu'une toute petite partie, un huitième de notre bilan énergétique belge. Donc ça veut dire que les challenges vont au-delà du secteur de l'électricité. Et pour aller chercher 600 TWh en énergie renouvelable en Belgique, ça va être extrêmement difficile. Et c'est là qu'on voit qu'il va vraiment falloir agir sur l'efficacité énergétique. Donc faire la même chose avec moins d'énergie. D'accord. Donc si je comprends bien, il va falloir que toute l'énergie qui doit être produite au niveau de l'électricité soit faite en renouvelable, mais également que les modes de consommation, les autres, vous disiez les transports, etc., qu'on quitte tout ce qui est pétrole, tout ce qui est gaz, pour se rediriger vers plus de production renouvelable. Oui, on n'a vraiment pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Mais l'avantage, les bonnes nouvelles dans ce secteur-là, ce sont que les clean tech, tout ce qui sont technologies vertes, deviennent de moins en moins chers. Le véhicule électrique, maintenant, il est, d'un point de vue prix, il est où il va être très rapidement. Oui, non pas abordable, il est déjà abordable à mon avis, mais compétitif avec le secteur du véhicule à essence. Donc le gros avantage, c'est vraiment le gros changement qu'on a observé dans la transition énergétique maintenant, c'est que les énergies renouvelables et tout ce qui est clean tech, les moyens de consommation aussi propres d'énergie deviennent très abordables. Regardez par exemple le prix des lampes LED, ils ont peut-être diminué d'un facteur 10 au cours de ces 5-7 dernières années. Et une lampe LED consomme vraiment très peu par rapport à une ampoule à incandescente qu'on avait il y a quelques années. Oui. Ah ouais. Et donc, à nouveau, je vous cite, il faudrait environ 30 000 éoliennes pour couvrir nos dépenses énergétiques, ou encore près de la surface, presque toute la surface de la province de Liège, pour arriver à couvrir nos dépenses énergétiques. C'est quand même énorme. Mais pensez-vous qu'on ne se trompe pas vraiment au niveau du débat? On parle vraiment on fait la course au niveau de la production d'énergie verte, mais ne devrions-nous pas penser à agir plus pour réduire aussi notre consommation au quotidien? Vous donnez une réponse en posant la question. Donc, pour produire 600 TWh d'énergie en Belgique avec du photovoltaïque, il faut couvrir la province de Liège de panneaux photovoltaïques, ou bien construire 30 grosses éoliennes, type Enercon 126, c'est 30 000 grosses éoliennes, ce serait plutôt 60 000 éoliennes du type de celles qu'on voit lorsqu'on roule le long de l'autoroute. Donc c'est irréaliste d'aller construire toute cette infrastructure-là pour capturer les énergies renouvelables. Et on voit que naturellement, ça nous amène à penser efficacité énergétique. Faire la même chose, mais avec une quantité d'énergie nettement moindre. Ah oui, d'accord. Et selon vous, pourquoi parle-t-on tant des énergies vertes et si peu de la manière dont chacun peut réduire sa consommation au quotidien? Quels sont les leviers qu'on devrait activer pour arriver à sensibiliser le grand public à cette problématique? C'est une excellente question et je ne sais même pas vous dire pourquoi finalement le photovoltaïque, l'éolien prennent toute la place dans ce débat vert, dans les solutions vertes, et qu'on parle aussi peu en fait d'efficacité énergétique. C'est sans doute un non-sens. Et dans l'efficacité énergétique, c'est très clair ce qu'il faut faire dans un premier temps. En tout cas, lorsqu'on fait appel aux citoyens, lorsqu'on s'attaque à cette charge domestique, c'est l'isolation des bâtiments. Capitale d'isolation des bâtiments et réduire la charge transport. Donc tout ce qui est véhicule, en fait, là, y aller en véhicule électrique. Donc en gros, une politique énergétique efficace en Wallonie se doit d'attaquer ces deux gros postes. Les autres postes, on va dire l'éclairage, les frigos, ils sont insignifiants en termes de quantité d'énergie. C'est ces deux gros postes-là qu'il faut attaquer, il faut les attaquer de manière efficace et intelligente. Oui.
Et justement, à ce niveau-là, on voit qu'en Flandre, par exemple, ils sont beaucoup plus en avance que nous dans le sud du pays. Ils ont notamment lancé la campagne Ik ben Over, qui est un concept qui explique l'importance justement de mieux rénover. Et il s'agit en fait de la compression des deux mots, beter et renoveren. Et qu'en pensez-vous de cette campagne ? Je pense que les Flamands vont vraiment dans la bonne direction. Moi, je déplore le fait qu'on n'ait pas ce genre de campagne-là en Wallonie. Il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau politique, au niveau des normes PEB des bâtiments sous la législature précédente. On a l'impression que plus rien n'est fait à l'heure actuelle. C'est très dommage. Moi, je pense qu'il faut même aller peut-être encore plus loin qu'en Flandre. Quand vous rénovez, quand vous achetez une maison, par exemple, vous êtes obligé de remettre votre installation électrique aux normes dans les 2 ans. Moi, je pense que maintenant, quand les gens achètent en fait une maison, ils devraient remettre on devrait les obliger à rénover énergétiquement leur maison pour qu'elles arrivent dans des classes, je ne sais pas, peut-être pas les A, mais B ou C, certainement. Il n'y a même pas ce type d'obligation. Ça me semble impensable, en fait. Commencer par la toiture, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? C'est techniquement assez facile. C'est plus facile qu'isoler des murs, c'est en gros de se mettre des plaques sous les toits. Et puis vous avez au minimum 30%, à mon avis, de la chaleur d'une maison qui s'enfuit par la toiture. Donc c'est une excellente chose. Encore une fois, je déplore que ce ne soit pas le cas en Wallonie. Et comment est-ce que vous expliquez alors une telle différence de communication entre le nord et le sud du pays sur ce sujet, une telle différence en termes de législation qui est mise en place? Je pense que c'est politique. C'est le PS qui a eu l'énergie. Le PS n'a jamais aimé cette compétence. C'était plutôt les Verts qui aimaient bien cette compétence, oui. Et donc rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Je pense que il y a eu un petit côté d'amateurisme quand même au niveau politique à ce niveau-là. Oui, il faut le dire clairement. Il y a eu de l'amateurisme sur le dossier énergie. Il y a eu quand même un élément d'excuse pour le monde politique lié à cette crise des certificats verts. Il y avait une grosse bulle de certificats verts et je pense que ça a été la préoccupation politique de faire en sorte que la facture d'énergie des gens n'augmente pas, ne plus venir avec des contraintes, des obligations liées à l'énergie qui pouvaient amener des coûts supplémentaires pour les gens, parce que les gens ont vu déjà leur facture augmenter énormément ces dernières années. Mais je pense que c'est une mauvaise chose, parce que obliger les gens à isoler les toitures, c'est un acte citoyen pour la planète entière, oui. Mais je pense que c'est forcer les gens à faire un excellent investissement pour le futur, et c'est plutôt des mesures aussi qui, à terme, permettront d'enrichir vraiment une population. Donc d'un point de vue social, quand vous réfléchissez d'un point de vue social, c'est un très très bon choix, beaucoup plus encore que ça a beaucoup plus d'avantages que juste un avantage écologique. Ah oui, tout à fait. Et donc, au niveau des axes qui peuvent aussi aider, on sait que les régions offrent des primes. Maintenant, vous savez, depuis plusieurs années, le montant des primes qui sont accordées justement pour des travaux de rénovation, d'isolation, ne font que diminuer. Si je prends l'exemple de la Flandre, donc ils communiquent énormément sur l'importance de devoir isoler. Ici, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un avantage fiscal de 30%, une réduction de 30% d'impôt qui est offerte quand vous faites des travaux d'isolation. Cette prime, justement, cet avantage fiscal a été supprimé ici en 2017 en Flandre, ça a été le cas en 2016 à Bruxelles. Pensez-vous qu'on doit attendre une telle décision de la région avant d'envisager des travaux d'isolation? Donc on voit que les primes diminuent. Donc moi ce que je pense c'est qu'au niveau des primes, je ne sais pas comment ça va évoluer ici en Wallonie, mais je pense que c'est une mauvaise idée de donner toujours des primes pour des comportements verts, prime partout, parce que ça crée des bulles en fait à un moment donné et ça coûte cher aux gens. D'autres gens doivent payer. Donc c'est une personne a une prime pour isoler, mais finalement c'est les voisins qui vont payer. Moi je pense que c'est beaucoup mieux d'y aller en taxe si les gens n'isolent pas. Donc au lieu d'avoir une doctrine de prime au comportement vertueux, plutôt une doctrine de taxe au comportement non vertueux. Donc là, c'est celui qui a un comportement vertueux qui ne paye pas les taxes, et ce n'est pas lui, les autres, à payer pour une personne qui a un comportement vertueux. Et ça passe mal dans une population, ça crée des inégalités sociales, ça passe mal. Donc vraiment qu'on crée une obligation légale d'isolation des bâtiments et qu'on commence par les toitures. C'est tout à fait ce que la Flandre a mis en place. Les Flamands ont été... Les Flamands. Et
ont cette obligation légale. Les Flamands ont été intelligents. Ouais. Et je pense qu'il faut faire la même chose pour les panneaux photovoltaïques sur les maisons, des taxes sur des toits qui n'utilisent pas d'énergie PV, qui ne collectent pas d'énergie solaire. Et on doit y aller dans la même direction au niveau de la mobilité électrique. Pas de prime pour les voitures électriques, des taxes sur les voitures non électriques. Non électriques, tout à fait. Et donc, pensez-vous que cette obligation légale va arriver dans les prochaines années au niveau de la région wallonne? On est en 2017, hein, on revote en 2019. Déjà, les communales sont en 2018. Je ne pense pas que les gens en région wallonne viendront avec ce système de primes ou de taxes. Je pense que le gouvernement en place, le cabinet, en tout cas PS, va juste survivre au scandale Publifin. Et on a quand même perdu notre ministre de l'énergie, hein, Furlan, qui a cette compétence. On a un ministre, Lacroix, qui reprend cette compétence. Je pense qu'il va faire très bien son travail, mais avec une équipe aussi très limitée hein, dans son cabinet. Je ne sais pas, ils sont 5, 6 peut-être dans son cabinet. Ils étaient beaucoup plus avant chez le ministre Furlan. Donc même en termes de moyens humains, il va être limité pour faire ce travail-là. Et on est en 2017, commencer à lancer des nouveaux textes législatifs avant 2019, les faire passer avant 2019, ça devient très très limite. Donc moi je pense que sur cette législature-là, ici, oui. Je vais être très cruel et très froid dans mes propos, on a passé un tour. C'est comme si on avait passé un tour au niveau énergétique. On aura perdu 4-5 ans. On doit juste espérer que notre prochain ministre de l'énergie, qui aura là un horizon de 5 ans pour travailler, oui. fasse son boulot correctement et qui vienne dès le premier mois de sa prise en fonction avec un plan très strict. On n'a jamais vu de plan au niveau énergie en région wallonne sur cette législature, ni même au niveau fédéral. On entend toujours ce fameux pacte énergétique, mais moi je n'ai encore rien vu venir. Oui. Ah, d'accord. Et si vous deviez donner alors un conseil à nos clients, qu'est-ce que ce serait à ce niveau-là? Je pense que des clients, ils ne doivent pas attendre. Je pense que moi personnellement, bon, j'habite dans un appartement, je ne sais pas isoler un appartement, la toiture, mais si j'étais dans une maison, j'isolerais vraiment le toit de la maison, surtout vu les très faibles taux d'intérêt qu'on a à l'heure actuelle. Donc l'argent sur le compte d'État ne rapporte très peu, et vous pouvez même emprunter éventuellement pour isoler votre toiture. Moi je ferai ça, pourquoi? Parce que dans 10-15 ans, l'argent sera regagné, et il sera regagné probablement même beaucoup avant, et c'est le meilleur investissement que les gens peuvent faire à l'heure actuelle sur le long terme, c'est l'isolation. Oui. C'est l'investissement en bon père de famille. Écoutez, oui, super, écoutez, voilà, merci beaucoup merci. de nous avoir raconté ce temps. Donc,